La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Excellent début de semaine à tous. Dans l'actualité ce soir, la plénière à l'Assemblée nationale, la séance consacrée à l'étude du Code des douanes nationales. Les députés peuvent du tout sauver ces derniers temps. La semaine dernière déjà, ils adoptaient le nouveau code sur le foncier avec des dispositions particulières sur le titre foncier. Et ce sera l'objet d'ailleurs du dossier de cette édition. On suivra tout à l'heure. La nouvelle du jour, le Togo passe à la 4G Internet haut débit avec des offres innovantes. La licence a été officiellement attribuée aux deux groupes de téléphonie mobile, Togocom et Move. Enfin, à tous à la table de la miséricorde en fond de journal, c'est la rupture collective du jeûne du Ramadan à l'ambassade de la République arabe d'Égypte. Troisième cérémonie du genre co-organisée cette année avec la fondation Abdou Assouma, un moment de partage et de communion à suivre donc. Et voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Les voilà de retour donc à l'Assemblée nationale. La peine, le code sur le foncier adopté la semaine dernière, cinquième séance plénière depuis ce lundi donc. Sur la table des députés, si on peut avoir les images à l'étude, le Code des douanes nationales. Et cette loi viendra compléter et amender celle du 28 avril 2014. De nouvelles dispositions y sont introduites, c'est relative, par exemple, à la destruction des marchandises saisies ou abandonnées. Dispositions également sur la répression de la tendance, de la tentative d'infraction et au niveau du contrôle des déclarations après dédouanement. L'étude est donc en cours. Nous reviendrons bien évidemment sur le sujet. C'est un pays donné ou imaginaire où le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est monnaie courante. Tout le monde s'aperçoit que c'est un fléau pour l'économie de ce pays. Mais quels sont les risques réels encourus? Eh bien, depuis ce matin, un exercice est en cours. Des experts techniques et les conséquences des experts techniques travaillent donc sur les conséquences, les risques sur l'économie, une évaluation sur 3 jours. Chassim Labaga. Le Togo a toujours été foncièrement opposé au terrorisme sous toutes ses formes et à son financement par le blanchiment de capitaux. Un dispositif national de lutte a été mis en place par les plus hautes autorités pour contrer ces activités illégales et criminelles. Régulièrement, ce dispositif est éprouvé par des évaluateurs internationaux qui viennent jauger son efficacité. Depuis 2012, la donne a changé. Le GAFI, Groupe d'action financière, un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, recommande que désormais, chaque pays s'auto-évalue. Voilà pourquoi le Togo, qui a adhéré à la démarche en août 2016, lance officiellement, à travers les présidentes assises, son processus d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Sur le plan national, nous essayons de faire de notre mieux, mais sur le plan international, on n'est pas encore au point dans la mesure où aujourd'hui on ne parle plus de opérationnalité, mais on parle plutôt d'efficacité. L'efficacité, c'est-à-dire les tests que nous avons mis en place. Est-ce que la mise en œuvre a suivi effectivement? Maintenant, il faudra que nous-mêmes, nous détections nos vulnérabilités, nos menaces et
et c'est sur le rapport de cette détection que les évaluateurs vont arriver à faire l'évaluation. L'évaluation va se faire à travers la méthodologie de la Banque mondiale. Il s'agit d'un outil d'auto-évaluation basé sur une approche analytique des principaux sources et risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme afin de concevoir des stratégies efficaces pour éliminer, contrôler ou tout de moins réduire drastiquement les risques identifiés. Le Togo a fait plusieurs réformes au cours des dernières années. Donc cette évaluation a été introduite en 2012 et depuis lors, le Togo a mis en place plusieurs régulations et a mis en place une cellule responsable justement pour ces évaluations et le partage d'informations liées justement au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La Banque mondiale va aussi appuyer le gouvernement pour la mise en place des actions qui vont ressortir de cette évaluation. Cette première auto-évaluation va constituer un cas d'école pratique pour les experts techniques sectoriels nationaux. Ils se forment en renseignant des modèles de canevas suivant des variables de l'évaluation qui portent sur l'analyse des menaces, la vulnérabilité nationale, les secteurs bancaires, boursiers, des assurances et autres institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées, les ONG et l'inclusion financière. Ils vont également discuter et convenir d'une feuille de route sur les prochaines étapes du processus. Le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué que l'évaluation nationale des risques sera désormais l'instrument par excellence de définition et de réorientation de la politique nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il a insisté sur la volonté du gouvernement à mettre en œuvre les résultats de cette auto-évaluation. Autre sujet évoqué ce soir, la création de la zone libre d'échange continentale africaine. C'est une décision des chefs d'État africains à se doter d'un marché unique pour les marchandises et services conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère. La charte a été signée le 21 mars dernier, mais très peu connaissent les implications de ce nouveau marché. Selon dit donc la CCIT, la Chambre du commerce et d'industrie du Togo a expliqué aux opérateurs économiques les contours, les avantages d'une telle décision. Le compte rendu, Serge Tastom et Rachel Laoukou. Un nouveau marché s'ouvre bientôt aux opérateurs économiques du Togo. Il s'agit de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un espace créé par l'Union africaine pour faciliter et booster les échanges commerciaux. Avec la zone de libre-échange, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre aux opérateurs économiques pour promouvoir leurs produits et augmenter leur chiffre d'affaires. La zone de libre-échange continentale vise à libéraliser le commerce entre les pays africains, réduire les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Par barrières non tarifaires, on sous-entend les mesures sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce et même les règles d'origine. Le marché peut être ouvert, mais si les produits ne respectent pas les normes, par exemple les normes sanitaires ou phytosanitaires, ces produits n'auront pas accès au marché. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo veut que tous les opérateurs économiques bénéficient de cette opportunité de l'Union africaine, d'où cette séance d'information et de sensibilisation à leur endroit. Les Africains ont l'habitude de commercer vers l'Europe, l'Asie et autres. Or, nous avons des opportunités devant nous. Et pourquoi ne pas saisir ces
opportunités pour pouvoir aller. Et vous savez que nous avons des zones importantes comme des pays importants comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, où certains opérateurs économiques togolais allaient commercer vers ces pays-là. Mais maintenant, c'est un large champ qui est ouvert devant nous à travers cette opportunité-là. Donc, nous devons travailler, nous devons soutenir tous les opérateurs économiques à aller, à s'apprêter pour tirer profit de cela. L'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine est déjà signé depuis le 21 mars 2018 par l'Union africaine. Il revient à chaque pays de prendre les dispositions pour sa ratification. Le Togo est à l'étape de sensibilisation. Les parlementaires seront la prochaine cible. Il sera question de les sensibiliser sur les avantages de cette zone afin qu'ils puissent amender le texte lorsqu'il leur sera soumis. Et différents produits aussi. La création de la zone libre d'échange continentale africaine, les explications de Serge Tastorm et Rachel Awoku. Son nom, Antoine Kofi Akibole, professeur titulaire de son état, admis à la retraite. L'Université de Lomé lui a rendu un hommage mérité, selon dit. C'est au cours d'une rencontre d'échange, de présentation de résultats de recherche, les changements climatiques, les mutations des espaces et la territorialité sont entre autres les termes de référence de ces travaux de recherche. Fafa d'Almeida, Félix Indacha. Un rendez-vous de haut niveau entre chercheurs universitaires consacrés à des échanges scientifiques. Une rencontre scientifique pour exposer les résultats des recherches. Pour ce nouveau colloque de Lomé portant sur le thème Espace, société, développement en Afrique subsaharienne, des universitaires sont venus d'Afrique de l'Ouest et centrale. Les anciens chercheurs vont à travers leur communication arriver à une synergie de réflexion qui aura pour soubassement un point commun. C'est la similitude des problèmes qui se posent à nos espaces. Et en cela, les chercheurs arriveront à tirer des conclusions en termes de résultats. Et ces résultats, c'est ce que nous proposons aux décideurs. Et en même temps, si les décideurs les intègrent dans leurs projets et programmes de développement, je crois que ce sont les populations qui en sont les plus grands bénéficiaires. Thèmes dignes d'intérêt, les différents exposés vont à coup sûr permettre d'impacter durablement les décisions politiques. Nos sociétés, au regard d'une croissance démographique galopante et du taux sans cesse croissant d'occupation des sols, sont en proie à des mutations rapides, le plus souvent difficilement maîtrisables. Il nous faut donc des réponses scientifiques pour cela appropriées. J'en suis d'autant plus convaincu que ce colloque international devra faire l'objet d'une haute facture et le point de convergence des contributions novatrices par rapport à cette approche trino, espace, société, développement. Ce colloque est certes destiné à des échanges entre universitaires et chercheurs, mais il va aussi permettre de rendre un hommage mérité à un personnage, le professeur Antoine Kofi Akibole, qui, après ses loyaux services au bénéfice de la communauté universitaire, est admis à la retraite depuis juillet 2017. Le monde universitaire encore, avec l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC. Il a lancé ce lundi une série de soutenances de mémoires pour la promotion 2016-2018 en master professionnel en développement culturel. Pendant 3 jours, les membres du jury vont regarder à la loupe les dossiers de projets de ces étudiants désireux de lier la culture africaine à l'emploi. Tabitha Siaka.
Ils sont 43 étudiants à la conquête du master professionnel en développement culturel délivré par l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC. Après 2 ans de formation, cette 16e promotion en master sera évaluée par un jury devant lequel chaque étudiant aura à défendre un dossier de projet en recherche-action. Le premier parcours a formé les spécialistes des médias en lien avec la promotion et la diffusion culturelle comme support ou bien comme contenu. Et donc ceux qui sont dans le parcours 2 vont travailler sur les industries culturelles, notamment l'audiovisuel, la promotion des arts, le management de tout ce qui est activité culturelle, les arts vivants et du spectacle, la vidéo, le patrimoine et le tourisme, et le livre et sa chaîne, tout ce qui regroupe donc les industries culturelles et créatives. De nos membres du jury, nous attendons une évaluation objective parce que nous savons que nous avons bénéficié d'une formation de qualité. Nos professeurs, nos encadreurs nous ont bien encadrés. Nous avons suivi avec assiduité et rigueur tous les conseils qu'ils nous ont donnés. Les directeurs de mémoire nous ont bien encadrés aussi et nous croyons avoir fait un travail de qualité. Le ministre en charge de la culture souhaite que ces projets soient effectivement mis en œuvre dans les pays de chaque étudiant pour contribuer au développement culturel du continent. Vous me permettrez de profiter de cette tribune pour féliciter la direction générale de l'Institut et ses partenaires pour leurs efforts inlassables visant à faire de l'IRES-RDEC une vitrine pour la formation des cadres en culture et développement pour notre continent. Pour preuve, l'Institut demeure à ce jour l'une des rares structures de formation en LMD dans les domaines de développement culturel et des industries culturelles et créatives sur lesquelles nos États fondent beaucoup d'espoir dans la mise en œuvre de leur politique de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Par les opportunités d'emploi et de revenus qu'offrent ces industries. Grâce à ces efforts soutenus, l'Institut a acquis ainsi plus de notoriété et mérite une attention soutenue des différentes parties prenantes et des partenaires dont je salue ici l'engagement et la disponibilité à l'accompagner. Sur les 43 étudiants venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo, 18 sont du secteur privé. Ce qui montre à suffisance que les offres de IRES-RDEC sont bien adaptées au marché du travail. Je vous l'annonçais donc tout à l'heure en titre au sommaire. Les députés sont de retour à l'Assemblée nationale. Ils sont en plénière depuis ce matin, 5e plénière consacrée à l'étude du Code des douanes nationales, une loi qui viendra compléter et amender celle du 28 avril 2014 avec de nouvelles dispositions qui sont introduites et relatives par exemple à la destruction de marchandises saisies ou abandonnées. Dispositions également sur la répression de la tentative d'infraction et au niveau du contrôle et des déclarations après dédouanement. Concerné au premier chef, en tout cas pour l'application de ce Code des douanes nationales qui va être bientôt voté, l'OTR, l'Office togolais des recettes, 35 de ces agents sont à notre champ. À leur côté, 35 autres agents de l'État et des industries extractives privées. L'objet de cette rencontre, le régime fiscal dans le secteur midi au Togo. Les précisions avec Patrice Boko. La fluctuation des prix des produits miniers, la non-fiabilité des informations fournies par les industries minières et la faible diffusion des réelles données rendant très précaire
la bonne gouvernance et perception des impôts dans le secteur des mines selon un rapport de l'état des lieux en la matière. Des manquements à relever pour donner et permettre à l'État d'être plus regardant en matière de fiscalité. Un travail sur la modélisation du régime fiscal du secteur minier afin de permettre une meilleure collecte des recettes minières pour améliorer donc, le budget de l'État et par conséquent pouvoir améliorer le développement socio-économique du pays. Pour soutenir cet engagement, la Banque mondiale accompagne et appuie le Togo avec un crédit de 8 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre de ce projet de développement et de la gouvernance minière, la modélisation du régime fiscal minier au Togo. La modélisation fiscale, il s'agit en fait d'un modèle fiscal élaboré par le FMI et qui permet aux États de pouvoir faire une comparaison des régimes fiscaux en regardant l'assiette de l'impôt, le taux de l'impôt, le régime, les différents régimes fiscaux, pour voir ce qui est avantageux pour le partage de la rente minière entre l'État, le gouvernement et les investisseurs. Donc c'est un outil qui peut même permettre à faire des prévisions au niveau des recettes. L'une des composantes de ce projet est le volet formation qui prend en compte 70 agents de l'OTR et d'autres organisations de l'État et des industries extractives au Togo. Est le véritable propriétaire d'un terrain, celui qui en a le titre foncier. Il est inattaquable et vous protège. La semaine dernière, les députés ont adopté, vous le savez, le nouveau code sur le foncier avec des dispositions particulières sur le titre foncier est censé protéger au mieux l'acquéreur d'un terrain, d'un lopin de terre. Quelles sont justement ces dispositions et en quoi est-ce qu'elles protègent mieux aujourd'hui? J'ai bien voir cela dans ce sujet de Lucas. Le foncier, ce document par excellence qui confère le droit de propriété définitif sur une parcelle de terrain est intangible et inattaquable, sauf en cas d'erreur ou de fraude. L'octroi de cette preuve de reconnaissance du droit de propriété d'un individu sur son immeuble par l'autorité publique fait suite à un processus depuis l'achat jusqu'à l'organisation des procédures de constatation du droit de propriété. De ce fait, le titre foncier se révèle capital dans la vente d'une parcelle de terrain ou d'immeuble. Le premier degré, vous allez vous acheter, vous mettez d'accord avec le propriétaire terrien et il vous délivre un reçu de vente. Vous allez un peu plus loin, vous avez un contrat en bonne et due forme. Il s'agit là du début de l'engagement, de l'entente que vous avez avec ce propriétaire. Eh bien, le titre foncier, lui, se situe à un niveau beaucoup plus élevé et qui consacre la reconnaissance donc de l'autorité des pouvoirs publics par rapport au contrat sous sein privé que vous venez donc d'engager avec le propriétaire terrien. Lorsque vous voulez vendre quelque chose, il faut en être propriétaire. Qu'est-ce qui arrive quand on tombe dans le cas des doubles ventes? Ou bien le propriétaire du titre foncier vend lui-même le terrain d'abord à une personne, puis revend le même terrain à une autre personne. Donc dans ce cas, c'est la première vente qui est prépondérante. Donc de ce fait, si vous êtes propriétaire d'un titre foncier, vous vendez à deux personnes différentes, c'est la première vente qui est prépondérante. La deuxième vente est nulle de tout effet et vous-même vous êtes poursuivi pour escroquerie. Avec le nouveau code sur le
foncier voté par l'Assemblée nationale, le titre foncier se voit renforcé dans ses prérogatives pour pallier les cas de double vente. Ce nouveau code renferme donc des mesures bien définies par le législateur pour empêcher toute personne ou propriétaire qui penserait escroquer les éventuels acquéreurs d'être limité. Fini aussi le phénomène de double titre foncier avec ce nouveau code sur le foncier. Le nouveau code foncier ne fait que réaffirmer la prépondérance du titre foncier en tant que document définitif et inattaquable. Mais seulement cette fois-ci, un propriétaire rural ne peut plus vendre un terrain. Parce que le nouveau code dit avant de vendre maintenant un terrain, vous devez l'immatriculer. En ce moment, on a affaire à un seul propriétaire et à une parcelle bien délimitée. Vous ne pourrez plus dire que non, la limite ce n'est pas ici, la limite est ici. C'est déjà fixé par le titre foncier. Donc ça évite vraiment des litiges liés aux vendeurs et puis aux limites de propriété. Maintenant, avec l'avènement de ce nouveau code foncier, la loi dit qu'il faut impérativement faire le cadastre du territoire, c'est-à-dire recenser tout ce qu'il y a comme propriété et propriétaire, avant maintenant de commencer par gérer quoi que ce soit, parce qu'on ne peut gérer que ce que nous connaissons. Donc, la loi recommande, le nouveau code foncier recommande que le territoire national soit couvert maintenant d'un cadastre numérique cette fois-ci. On n'aura pas à faire un tableau d'assemblage qui aura une longueur kilométrique ou je ne sais pas. Mais numériquement sur ordinateur, on peut voir toutes les parcelles du Togo et connaître même le nom de tous les propriétaires qui seront affectés à chaque parcelle. En ce moment, si vous venez vendre la propriété de votre voisin, votre carte d'identité dira que vous n'êtes pas votre voisin. Et immédiatement, le même document prévoit des peines, des sanctions pour ceux qui s'engagent sur cette piste. Un guichet unique est pensé avec l'adoption de ce nouveau code sur le foncier pour réduire le temps d'établissement du titre foncier. Les services techniques confinés à Lomé seront déconcentrés pour les rapprocher des propriétaires terriens dans chaque commune du pays pour faciliter l'obtention du titre foncier au grand bonheur des populations. Et dans le reste de l'actualité, cette activité de WOW Afrique avec en filigrane la protection des enfants, le droit des enfants, les précisions avec Dodo Arrêt. Dans certains ateliers d'apprentissage règnent des comportements de maltraitance et parfois d'abus sexuels à l'égard des apprentis, ce qui amène beaucoup de jeunes à abandonner et des fois à contracter des grossesses précoces. Nathalie, apprentie couturière, raconte. Dans les ateliers, il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec leurs patrons et patronnes. Des fois, on s'attend, on le dit, on s'attend des fois, les autres quittent l'atelier parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Et il y a certaines personnes qui sont chez les tuteurs, qui n'ont pas de parents, qui sont chez leur propre patron pour travailler. Mais des fois, ils les maltraitent. WOW Afrique prend à bras le corps le problème de protection des enfants, en particulier ceux en apprentissage. Ici, elles sont nombreuses à s'approprier leurs droits vis-à-vis des patronnes pour éviter ces genres de maltraitance. Nous, aujourd'hui, on essaie de montrer aux enfants comment ils peuvent se référer à des mécanismes que le gouvernement a mis en place. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils sont en face des problèmes d'abus de leurs droits. Il y a la police, il y a la justice, il y a la gendarmerie, il y a le préfet, il y a le chef du village, il y a tout un groupe de protection qui existe, de mécanismes de protection qui existent.
mais dont les gens ignorent. Et que ces mécanismes que le gouvernement a mis en place restent ouverts à eux. Donc nous allons leur citer aujourd'hui, nous allons leur faire connaître tous les mécanismes qui existent dans leur communauté qui puissent les protéger lorsqu'ils sont en difficulté et lorsqu'ils sont en face d'une violation de leurs droits. Cela fait plusieurs années que WAO Afrique s'est engagé dans la promotion et la protection des droits de l'enfant en général et la lutte contre toute forme d'exploitation des enfants en particulier. Cette formation vient donc renforcer les différentes actions qu'elle mène avec le ministère de l'Action sociale en faveur du bien-être des enfants et des couches vulnérables. Et sachez également dans l'actualité que certains élèves de la préfecture de Basser ont bénéficié de l'établissement de jugement supplétif qui tenant lieu d'actes de naissance. Et parmi les bénéficiaires, il y en a qui sont au CM2. Ils vont pouvoir donc passer leurs examens grâce à ce document qui constitue la pièce dont un enfant doit disposer. Et c'est la Fondation Assal qui a pris l'initiative. La Fondation qui a par ailleurs doté la localité de Kabou d'un forage dont Nestor Moussou. C'est une tournée de bienfaisance que la Fondation Assal effectue, accompagnée de certains cadres de la préfecture de Bassar. La délégation s'est rendue dans 4 cantons, Sanda Afou, Sanda Kagbanda, Manga et Kabou. La Fondation Assal a fait établir des jugements supplétifs aux enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance. Elle effectue cette tournée donc pour remettre ces précieux documents aux bénéficiaires. L'acte de naissance est le premier document pour un enfant. Pas seulement pour un enfant, mais pour tout individu. Pour qu'il ait un nom légal appartenant à une famille, à une communauté, à une société, c'est l'acte de naissance. Mais la Fondation Assal a constaté que la plupart des élèves, donc écoliers, n'en ont pas. Et donc, ces élèves, ces écoliers sont confrontés souvent à des difficultés pour continuer leurs études. Et ça bloque, ça handicape le développement de cette relève de demain. Et voilà pourquoi la Fondation a jugé bon d'en faire une activité. C'est un défi à relever. 243 élèves ont été touchés à Sanda Afou. À Sanda Kabanda, ils sont 300 bénéficiaires, 90 à Manga et 536 à Kabou. Désormais, ces enfants ont une existence aux yeux de la loi. Certains vont passer l'examen du CEPD bientôt. Sans ce document, ils ne devraient pas pouvoir le faire. Quand nos enfants sont à l'école, dès la naissance, nous ne faisions pas des actes de naissance. Et nous attendions le CM2. Et souvent, arrivé au CM2, nous n'arrivons pas à faire des actes de naissance. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas passé le CPD. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de l'acte qu'a posé Assal parce que nous savons que dans tout le canton, presque tous les enfants ont les actes de naissance. C'est vraiment un acte à louer. Ce forage est une autre action de générosité de la Fondation Assal. Il a été construit à Kabou, dans un nouveau quartier nommé Pays-Bas. Les populations de ce quartier ont donc de l'eau à portée de main. Le problème d'eau, c'était récurrent. Et actuellement, avec la présidente de Assal, on ne sait pas comment la remercier. Nous sommes tellement satisfaits. Très satisfaits. La Fondation Assal est très active dans la préfecture de Bassar. Elle a réalisé beaucoup de choses en moins de 5 ans. Elle a réhabilité le jardin d'enfants de Banjili, offert des vivres et non-vivres aux populations des cantons. À la rentrée scolaire, elle distribue des fournitures aux élèves démunis et à l'occasion des fêtes de fin d'année, elle donne des vivres aux enfants nécessiteux. Pour la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, la Fondation Assal a mis les moyens à la disposition des femmes de Bassar pour que la fête soit belle.
Je vous l'annonçais au sommaire tout à l'heure et c'est la nouvelle du jour. Le Togo passe à la 4G, Internet haut débit avec des offres innovantes. Nous verrons lesquelles. La licence a été officiellement attribuée aux deux groupes de téléphonie mobile, Togocom et Move. Les deux compagnies ont vu par ailleurs renouveler leur licence pour les 2 et 3G. Elia Banyadao, Augustin Corsi. Les arrêtés signés et remis symboliquement aux deux opérateurs de la téléphonie mobile au Togo. Le geste consacre le passage du Togo à la 4G et au renouvellement des licences 2G et 3G au groupe Atlantique Télécom Move et Togocom. Cela s'appelle de l'Internet à haut débit avec des offres innovantes. Pour le directeur de l'autorité de réglementation des secteurs des postes et télécommunications, la démarche répond à deux obligations. D'abord, doter le pays en infrastructures de communication électronique de dernière génération, puis améliorer la connectivité. Et les sociétés en charge de la téléphonie mobile rassurent. À travers cette décision du gouvernement, d'étendre la durée de nos licences GSM, 2G et 3G, et de nous attribuer par la même occasion la licence 4G, nous constatons clairement la volonté de satisfaire d'une part l'intérêt des consommateurs pour l'accès aux services des communications électroniques et de satisfaire d'autre part la demande croissante de la connectivité mobile en haut débit de l'ensemble des citoyens sur l'ensemble des territoires togolais. On est fait face à une demande croissante de connectivité mobile, une exigence de plus en plus croissante de nos clients. Sur la qualité, l'attribution de cette licence pour une durée de 19 ans représente pour Atlantique Télécom Togo une étape importante du développement des services mobiles à très haut débit et de l'amélioration de la connectivité, tout en répondant aux exigences des clients en leur prodiguant augmentation de débit, fluidité et confort d'utilisation. Les obligations conférées à cette signature portent notamment sur les exigences en termes de qualité de service, de création d'emplois, direct et indirect, de l'amélioration de la qualité d'Internet sur l'ensemble du territoire national et à la vulgarisation de l'usage des TIC dans notre pays. La 4G, longtemps attendue, va nettement révolutionner les usages de nos clients et offrir de nouvelles opportunités aux start-up pour la création de services à forte valeur ajoutée. Il convient maintenant de concrétiser cette signature solennelle et de mobiliser l'ensemble de nos ressources avec des dispositions solides, durables, sécurisées et profitables pour l'ensemble de notre clientèle afin de répondre de manière pragmatique et satisfaisante aux préoccupations exprimées par les consommateurs togolais. Au Togo, on estime le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile à plus de 5 millions pour une population de 7 millions d'habitants. L'effectivité de ces deux mesures constitue une étape importante dans le déploiement du haut débit. Pour le ministre en charge des postes et de l'économie numérique, c'est seulement autour de cette infrastructure mobile que vont s'accélérer les transformations socio-économiques. Nous avons la conviction profonde qu'en nous appuyant sur la vulgarisation du mobile, combinée aux évolutions technologiques et à l'émergence de business models novateurs, il est désormais possible d'offrir aux populations un accès universel à tous les autres services publics de base
comme l'éducation, l'électricité, l'eau, la santé ou encore l'inclusion financière grâce à la création de porte-monnaies électroniques et le développement d'applications mobiles diversifiées. Au regard de cette évolution technologique sans précédent, la problématique à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'État est de répondre à la demande des citoyens en matière d'accès aux technologies en modernisant les infrastructures existantes conformément à notre plan stratégique 2018-2022. La vision prônée par le gouvernement et mise en œuvre par le ministère des Postes et de l'économie numérique dans la déclaration de politique sectorielle pour la période 2018-2022 est, je cite, « Le haut débit est une commodité pour tous les segments de la société. Les applications à forte valeur ajoutée sont utilisées dans tous les secteurs économiques et toutes les compétences TIC sont disponibles chez les jeunes. » C'est donc un nouveau tournant dans l'univers de la connectivité, mieux une avancée technologique, une révolution numérique qui va s'étendre jusqu'en 2036, la durée des licences 2G et 3G, ce qui va sans doute donner plus de visibilité aux opérateurs et les inciter à investir davantage, à réaliser l'objectif de couverture 4G d'au moins 40% de la population à l'horizon 2022. L'invitation a été lancée et enfin tous à la table de la miséricorde ou la rupture collective du jeûne du Ramadan, 3e édition cette année à l'ambassade de la République arabe d'Égypte. Cérémonie co-organisée cette année avec la fondation Abdou Assouma. C'est un moment, vous allez le voir, de partage et de communion. Le récit à Ramdan Bassina. Le mois béni de Ramadan, mois de jeûne, de pénitence, d'invocation et aussi de partage chez les musulmans du monde entier. Cette année encore, l'ambassade de la République arabe d'Égypte au Togo et la fondation Abdou Assouma pour la charité organisent la table de la miséricorde. Une rupture collective du jeûne conforme aux enseignements de l'islam pour renforcer la solidarité, la communion, surtout à quelques jours de la fin du jeûne. C'est une tradition en Égypte depuis longtemps de partager la nourriture dans le Ramadan avec le pauvre et avec les gens qui n'ont pas les moyens. Depuis mon arrivée, j'ai essayé de faire la même chose avec les autorités togolaises pour partager avec les frères et sœurs de Togo le joie de Ramadan. C'est avec un très grand plaisir que j'ai travaillé et j'ai collaboré avec M. Abdou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle depuis longtemps. J'étais honoré aujourd'hui d'avoir Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Cette année, en toile de fond de ces retrouvailles, des réflexions sur la lutte contre le terrorisme et sur la vraie image de l'islam. Moment de partage, mais aussi de prière pour implorer la bénédiction, la protection et la paix dans les deux nations pour une coopération renforcée. Ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bassar et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente soirée chez vous.